Quel impact ont les technologies sur l'art? Quelle incidence aura ou a l'intelligence artificielle sur le secteur artistique? Comment est-ce que l'art peut permettre de contribuer à l'économie? Toutes ces questions seront abordées aujourd'hui à travers cet épisode de l'entretien où nous accueillons Astrid Dallé, directrice de Move for Art et cofondatrice de House of Digital. Pour parler justement de toutes ces thématiques, nous sommes en ce moment à House of Digital Art pour cette deuxième saison qui peut être résumée ainsi: toutes les îles sont des arbres, une citation du poète mauricien Édouard Monique. Et pour cette deuxième édition, nous retrouverons des artistes de différents horizons, bien sûr de Maurice, de la Réunion, de la France, des Pays-Bas, de l'Inde, de la Tanzanie, de la Turquie. Et tous ont une mission: cultiver votre imaginaire et votre curiosité. Donc Astrid Dallé, vous êtes directrice de Move for Art, cofondatrice du Festival pour lui et cofondatrice de House of Digital. Avant cela, donc, vous êtes diplômée de l'Institut universitaire technique de Montpellier et de l'École de publicité, presse et relations publiques. Et vous avez fait des études en Marketing and Communication Manager. Qu'est-ce qui vous a poussé pour sortir de ce domaine de la communication et de la presse pour vous intéresser aujourd'hui alors et vous impliquer autant dans le secteur artistique, surtout à Maurice? Alors, il y a plusieurs questions et peut-être plusieurs réponses aussi. J'ai fait des études de communication, puisque bon, la communication m'a toujours intéressée. Je crois que j'ai des habilités aussi à communiquer. J'ai grandi à Maurice, je suis partie pour mes études. Et ensuite, j'ai trouvé un métier en fait dans le secteur hôtelier. J'ai fait de la communication pour le secteur hôtelier pendant 11 ans, en étant basée à Maurice et basée à Paris. Et au bout de 11 ans, je me suis dit, soit je continue éternellement et je deviens spécialisée en communication et dans le secteur du lifestyle, de l'hôtellerie, ou je change de casquette et j'aime bien l'idée d'avoir 2 ou 3 métiers dans ma vie, en fait, de ne pas forcément avoir le même. J'aime bien évoluer tout le temps. Et aussi, en fait, j'ai réalisé quand j'ai quitté Maurice pour aller étudier et pour aller travailler aussi à Paris, qu'il y avait quelques endroits qui me procuraient autant de bien que la nature à Maurice. C'était les théâtres et les expositions. Donc j'ai développé une passion. En plus, bon, mon compagnon est artiste. On était entouré d'artistes à Paris. Dans l'hôtel dans lequel je travaillais à Paris, on avait un focus sur la création également. Donc ça m'avait permis de travailler avec des gens du cinéma, des gens des arts visuels. Et du coup, petit à petit, en fait, je suis rentrée dans ce monde artistique. Et quand il a fallu un moment changer quand j'ai commencé à vouloir changer de carrière, je me suis dit autant faire quelque chose qui me passionne. Et tout naturellement, en fait, j'ai commencé à travailler avec Move for Art, avec Guillaume qui avait déjà créé l'agence. Et l'idée était de travailler avec lui, de l'accompagner 1 ou 2 fois par semaine. Et au final, ça s'est transformé à plein temps. Et du coup, aujourd'hui, ça fait pratiquement 15 ans que Move for Art existe. On était basé à Paris auparavant et on est revenu à Maurice il y a 10 ans à peu près. Et voilà, quand on est revenu ici, on s'est dit, en fait, on revenait d'abord en séjour. Et on nous a appelés pour 1 ou 2 projets et on a fait le tour en fait, de ce qui existait comme infrastructure culturelle, comme plateforme culturelle. Et on a rencontré aussi des jeunes apprentis artistes
qui nous disaient à quel point en fait ils avaient besoin d'apprendre plus, à quel point ils avaient besoin d'être soutenus dans leur apprentissage. Et du coup, on s'est dit, il y a un besoin. Et voilà, moi, je me suis vraiment sentie l'âme de venir contribuer en fait, au secteur culturel à Maurice. En parlant de cette âme, en 2017, vous avez déclaré dans un article, la culture est aussi vitale que la santé, c'est la santé de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'il est primordial pour l'humain d'avoir une considération pour l'art et de se nourrir de l'art? D'ailleurs, aujourd'hui, on fait beaucoup de liens entre l'art et la santé, de plus en plus. Je crois qu'aujourd'hui, il y a même des thérapeutes qui recommandent, qui donnent des ordonnances en demandant à leurs patients d'aller visiter des musées ou d'aller voir des spectacles pour guérir la santé mentale. C'était quoi ta question? Pourquoi est-ce que l'art est primordial pour l'humain? Donc, de quelle manière est-ce que l'art peut guérir du coup la santé mentale? En fait, l'être humain, avec cette société dans laquelle on vit, où il y a quand même beaucoup de consommation, où on est dans une société qui est assez mercantile, basée sur la marchandisation en fait, on laisse peu de place à l'imaginaire, aux rêves. Et je lisais un bouquin passionnant qui s'appelle L'Otium et qui disait qu'auparavant, dans la Grèce antique, on obligeait les gens en fait, à cultiver du loisir studieux, c'est-à-dire à prendre du temps où on n'a pas d'obligation ni à s'occuper de ses enfants, de sa maison, de son compagnon, mais juste en fait à se cultiver, à écouter de la musique, à lire, et que c'est que comme ça en fait qu'on pouvait élever sa conscience individuelle. Et en élevant notre conscience individuelle, on arrive à élever notre conscience collective. Et du coup, pour qu'il y ait une entente dans une société, il faut que chacun ait pu élever sa conscience individuelle. Et aujourd'hui, nos priorités à chacun, c'est de pouvoir avoir un toit, pouvoir manger à notre faim. Mais je crois que ce qui est essentiel aussi, c'est de pouvoir nourrir nos rêves. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être juste sur une société de faire et de faire et de faire. Et il faut juste aussi être dans l'être, comme les enfants le sont en fait. Les enfants, avant 12 ans, on dessine. On n'est pas obligé de dessiner de telle manière ou de telle manière. On est libre de dessiner, on est libre de chanter, on est libre de jouer. Et à un moment donné, on s'arrête de jouer, on s'arrête de dessiner. Pourquoi? Alors que ce sont des choses qui nous font du bien, qui nous font utiliser nos mains. Et je crois que, quelque part, être dans le monde de l'art ou aller côtoyer le monde de l'art, écouter de la musique, aller à une expo, aller voir un ballet, voir de la danse, voir du cirque, quelque part, ça nous ouvre des champs, ça nous ouvre l'esprit, et peut-être ça nous emmène peut-être à un esprit un peu plus critique et qui nous permet d'être des meilleurs citoyens. Donc la deuxième saison de House of Digital a été lancée, je crois, le mois dernier, ou bien il y a 2 mois environ? Début avril. Début avril. Vous avez retenu comme citation « Toutes les îles sont des arbres ». Donc une citation du poète Édouard Monique. C'est la deuxième citation retenue par le poète Édouard Monique. Pourquoi avoir fait ce choix de se rediriger vers cet auteur? Alors, déjà, quand on a ouvert House of Digital Art, on s'est dit qu'on voulait ouvrir un lieu, une plateforme qui puisse permettre à des artistes, des publics et des partenaires de se rencontrer autour d'expositions, autour d'expériences, plutôt dédiées à l'art numérique, mais on est vraiment à la croisée de l'art, de la science et de la technologie. Et on s'est dit que les visiteurs qui viendraient dans ce lieu, on aimerait qu'ils sortent de ce lieu en se posant plus de questions qu'ils n'en ont eu quand ils sont rentrés. Donc on s'est dit qu'on allait baser chaque exposition sur une citation d'un auteur ou d'un poète océan Indien. Et du coup, on a fait une recherche où on a regardé un petit peu tous les textes des poètes et des auteurs mauriciens, malgaches, séchellois, réunionnais. Et on a eu un comité artistique en fait qui a voté. Et les 2 premières saisons, du coup, on a choisi les textes d'Édouard Monique, qui est un poète qui a grandement contribué en fait à la littérature mauricienne, mais même au-delà de nos frontières. Il faut savoir que le comité artistique ne contient pas uniquement que des Mauriciens, oui, et aussi des Réunionnais. Et ouais. j'espère à la longue aussi d'autres frontières.
d'autres pays. Et du coup, les textes d'Édouard Monique, on s'est dit que on ne le connaît pas assez, Édouard Monique, on aimerait pouvoir plonger un peu dans ses textes, plonger dans ses réflexions. Et la première saison était... S'il était un territoire s'il était un territoire entre midi et minuit. Et du coup, là, on parlait de la genèse de nos îles, on parlait des volcans, on parlait de la topographie des îles, de la naissance. Et du coup, en deuxième saison, on voulait arriver un peu sur la biodiversité, la nature, la relation entre l'homme et le vivant. Et donc, en épluchant un peu toutes les citations d'auteurs, c'est celle d'Édouard qui nous a le plus parlé. Donc, si toutes les îles sont des arbres, j'aimerais bien poser la question en fait à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que ça les évoque? Peut-être prendre 10 secondes. Si toutes les îles sont des arbres, qu'est-ce que ça vous évoque si vous fermez les yeux comme ça? Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Quels mots, quel paysage? Silence. Ça peut être intéressant pour eux. Et voilà, en fait, je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse. Chacun arrive avec sa propre interprétation. Et pour moi, par exemple, si toutes les îles sont des arbres, ça m'évoque beaucoup la notion de génération, de nos grands-parents, de nos enfants, de ce qu'on porte en fait génétiquement ou de ce qu'on porte dans notre histoire de famille ou dans notre histoire d'île. Et au cours de cette expo Oda, toutes les îles sont des arbres, on parle de la mémoire, de la relation des hommes avec les arbres, aussi de cette notion de génération, aussi de la mère nature, on parle de l'endémisme, on parle de la contemplation, parce que aussi cette notion de contemplation, je retourne à cette notion de être, avoir, juste être, apprécier, regarder, je crois qu'au quotidien, on ne se donne pas assez le temps de le faire en fait. Et c'est un lieu où on peut venir s'asseoir, juste observer, rêver, penser, dessiner même. Et voilà, c'est un lieu où on peut venir chercher de la sensation, parce qu'il y a quand même, c'est assez palpitant, exaltant de se retrouver au milieu d'une salle immersive où il y a de la vidéo à 360 degrés. Mais on peut aller encore plus loin dans les sujets et grâce à la réalité augmentée, voir un peu comment les arbres communiquent entre eux. Il y a l'artiste tanzanienne Enaun qui, elle, parle de la mémoire et de l'esclavage, des liens qu'il y a avec l'esclavage à Maurice, mais aussi en Tanzanie, donc on peut voir en fait des similitudes aussi avec des témoignages. Donc il y a plein d'œuvres artistiques, robotiques, intelligence artificielle, numérique, sonore, qui nous emmènent dans différents univers. En parlant d'intelligence artificielle, beaucoup de gens ont une crainte par rapport à son impact sur n'importe quel secteur, que ce soit sur le secteur artistique, que ce soit au travail même. N'y a-t-il pas eu de crainte en venant de l'avant avec un musée numérique qu'il y ait justement cette implication outrancière, si on peut dire, de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique? Nous part du principe que la technologie, elle est là, elle existe. Et malheureusement, ou heureusement, on est appelé à vivre avec. Et comment on vit avec? Est-ce que du coup, nos enfants qui utilisent déjà des téléphones à partir de 12 ans, quelle utilisation ils auront? Est-ce qu'on veut qu'ils aillent seulement sur des réseaux sociaux? Est-ce qu'on veut qu'ils aillent seulement sur des jeux vidéo, des blockbusters, des mainstream? Ou est-ce qu'on veut aussi qu'ils découvrent autre chose? Parce que je crois aussi qu'il y a des créations qui sont des créations poétiques, sensibles, dans le monde des jeux vidéo ou dans le monde de la création qui existent. C'est un nouveau champ artistique qui s'ouvre et tout artiste, qu'il soit des arts vivants ou des arts visuels ou autres, en fait, tout le monde a la capacité d'explorer ces nouveaux médiums. Et je crois au contraire que c'est un nouveau champ qui s'ouvre et qui mérite des discussions, sur la propriété intellectuelle, sur l'utilisation des œuvres par les AI. Et je crois que ces outils-là sont là, donc c'est plus on aura de la conversation dessus, plus on aura des échanges, plus on aura de l'utilisation ensemble, qu'on pourra ériger en fait des lois, des barrières. Donc il ne faut pas forcément la craindre, plutôt comprendre comment
l'utiliser comme un outil. Ou je pense. Des artistes de plusieurs nationalités ont été retenus, encore une fois, pour cette saison. La première fois qu'on avait entendu parler d'un continent de l'océan Indien, c'était ici. Il y avait une conférence qui avait été accueillie à Oda, et c'était par l'entremise de Thomas Baudès, donc directeur des Électropicales, qui avait dit à un moment continent de l'océan Indien. Donc, pourquoi ce choix aujourd'hui de présenter à l'île Maurice des visions artistiques de divers territoires? Je pense que Maurice a toujours été lié au monde depuis que l'humain est arrivé ici, et même avant nous. On dit qu'auparavant, effectivement, il y a eu un continent sous l'océan Indien. Est-ce un mythe ou une réalité? On ne sait pas. Ce continent Lemuria, en tous les cas, rien que d'y penser, rien que de lire ou d'entendre en fait des histoires dessus, je pense que ça peut qu'enrichir notre vision de la zone océan Indien. Mais je crois aussi que, quels que soient nos métiers, se limiter à nos frontières, c'est se donner des barrières, parce que je crois que la création peut rayonner au-delà de nos frontières. Notre création mauricienne peut voyager, et on est une île qui a toujours eu des liens avec l'étranger, de par notre migration, de par aussi nos échanges commerciaux, internationaux, même au-delà de l'être humain. Les oiseaux voyagent, les graines ont voyagé, les espèces végétales ont voyagé par les eaux, par les airs. Donc, on ne peut pas se fermer à notre frontière d'île. Je crois que c'est en s'ouvrant aux autres, aux îles qui nous entourent, aux continents qui nous entourent, qu'on s'ouvre d'une richesse et qu'on peut, nous, partager notre richesse au monde et le monde partager notre richesse avec nous. Et du coup, oui, je crois vraiment à cette vision océan Indien, en tous les cas pour tous nos secteurs, mais aussi pour l'art et la culture. La première saison de House of Digital avait enregistré quelques 30 000 visiteurs. Les vidéos prises dans Oda ont également bluffé TikTok. Oui. Ça circulait partout. Donc le public a beaucoup apprécié cette première saison. Qu'a pensé le ministre des Arts de ce qui est qualifié comme le premier musée numérique de l'océan Indien? C'est une très bonne question. Nous n'avons malheureusement pas eu la chance de recevoir sa visite, à ma connaissance. Pour la première saison, deuxième saison... Ok. C'est intéressant de savoir que le ministre des Arts ne soit pas venu au premier musée numérique de l'océan Indien. Mais en revanche, on a accueilli sa secrétaire permanente à la première saison et ses équipes, qui, eux, ont beaucoup aimé l'expérience. Mais voilà. D'accord. Je suis tombé sur une interrogation en ligne. C'était une des seules critiques que j'ai vues en ligne concernant la deuxième saison de House of Digital. Okay. Et donc, du coup, parmi les commentaires, il y avait cette question. Pourquoi doit-on payer pour l'art? Est-ce que vous pouvez y répondre? Alors, si on pouvait tout faire gratuitement, croyez-nous qu'on le ferait. C'est ce qu'on a fait avec le Festival Port-Louis. Le Festival Port-Louis était un événement vraiment citoyen. C'était un événement non profitable et pour lequel il nous tenait à cœur en fait, de partager l'art au plus grand nombre. Et si on pouvait avoir le même modèle, parce qu'en fait, du coup, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de pouvoir travailler en fait, et pouvoir mettre en commun ce qu'on imagine. On a créé des expériences qui peuvent bénéficier au plus grand nombre, qui peuvent bénéficier à l'intérêt général. Mais du coup, pour imaginer un lieu dans le temps, il faut pouvoir avoir des sources de financement pour financer le personnel, les opérations et la création, en fait, pour que les artistes y soient dans le secteur rémunérés pour pouvoir produire leurs œuvres, pour pouvoir diffuser leurs œuvres, qu'ils aient des droits de propriété, et, enfin de propriété intellectuelle. Et du coup, pour ça, on a pensé à plusieurs modèles de financement, on s'est beaucoup renseigné et on s'est dit que le fait d'avoir une billetterie nous permet de générer des ressources propres qui nous permettent en fait de voir l'avenir sur un plus long terme. Et
Et donc aujourd'hui, on a créé ce modèle où on repose beaucoup sur la billetterie. Et on commence à diversifier nos sources de revenus aujourd'hui. Et du coup, voilà, on a mis en place une billetterie, mais avec un tarif qui est très accessible, puisque c'est à 150 roupies pour les enfants, 250 roupies pour les adultes mauriciens. Et le touriste paye un petit peu plus cher. Donc voilà, j'estime que c'est un prix qui est raisonnable. Et pour pouvoir venir passer un moment d'évasion, un moment en famille, un moment d'apprentissage, d'éducation, un moment rare, peut-être qu'il vaut mieux venir se balader. À savoir que House of Digital, ce n'est pas seulement un musée, vous accueillez également des concerts, des ateliers, vous faites des échanges avec des artistes, des résidences. Oui, ça finance aussi tout un programme d'accompagnement artistique en fait, et des artistes. Et comment est-ce que le secteur de l'art peut contribuer à l'économie mauricienne en sachant que vous parlez de parcours culturel dans la capitale port-louisiane? Alors, il faut se dire que chaque personne en fait qui décide d'aller voir un concert, qui décide d'aller acheter un billet pour un spectacle ou d'aller voir un musée, quelque part, il contribue à la structure pour laquelle il paye le billet, il contribue à la rémunération de l'artiste, des équipes qui ont accompagné l'artiste, des métiers qui accompagnent le lieu ou l'artiste. Donc du coup, ça génère quand même chaque acte de chaque citoyen qu'il fait pour l'art, ça bénéficie au secteur. Et je crois que quand quelqu'un vient voir un lieu, il prend le bus, ou il prend le métro, ou il prend sa voiture. Il a tendance aussi à peut-être en profiter, aller manger une glace, un Vona Corona à Port-Louis, ou aller manger une spécialité, des pistaches bouillies, des boulettes. Donc quelque part, toute cette somme de dépenses que chacun va faire contribue à la dépense culturelle en fait. C'est vrai qu'à l'étranger, par exemple à La Réunion, quand il y a disons le festival du Sac-Feu ou bien les électropicales, il y a une implication des mairies ou bien des localités dans lesquelles l'événement se tient. Oui. Et ça permet du coup à différents commerces, que ce soit la location de Airbnb, les restaurateurs, les discothèques, etc., d'avoir une certaine rentabilité par rapport à ça. Est-ce que maintenant, avec cette vision de... C'est vous qui parlez de parcours culturel donc pour lui, est-ce qu'il y a eu une étape vers ce parcours culturel dans la capitale? Alors les acteurs, là, ont commencé à se réunir pour savoir comment on pourrait l'imaginer. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans les prochains mois et les prochaines années. Mais pour l'instant, c'est l'initiative privée. Et on espère pouvoir avoir les musées publics aussi avec nous dans ce parcours. D'accord. Mais du coup, oui, je crois que le secteur culturel, pour certains pays, contribue à plus de 10% du PIB du pays, puisqu'aujourd'hui, on compte autant l'art, l'architecture, enfin toutes les différentes disciplines, le patrimoine. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, on est peut-être à 3,5% de notre PIB. Donc il y a une grande marge, c'est un secteur qui va être qu'en développement. Et surtout qu'avec l'évolution, les métiers vont évoluer. On dit qu'une des grandes compétences du XXIe siècle, c'est la créativité. Et je crois que voilà, l'art est un des vecteurs qui va permettre à tout un chacun de garder la créativité et l'innovation dans son travail quotidien. Et du coup, voilà, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup ici, et notamment le sujet aussi de la médiation culturelle. Comment faire le lien entre les publics et les artistes pour arriver à mieux comprendre les œuvres, parce que du coup, c'est à la portée de tout le monde, qu'on ait 3 ans ou 103 ans, qu'on soit habitué ou pas à l'art. En tous les cas, voilà, nous on a voulu offrir un lieu qui accueille tous les publics en fait. Ouais, c'est vrai qu'ici vous avez des médiateurs qui viennent et qui posent des questions aux spectateurs pour vraiment cultiver leur imaginaire. Oui. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Jamais. Ouais. Donc maintenant j'ai une question un peu sensible par rapport à
l'actualité mauricienne, ce qui se passe actuellement dans le secteur de l'art, donc on constate qu'il y a des restrictions et des annulations de toutes parts de concerts et de festivals. Quel regard jetez-vous sur cet état des choses à Maurice? Ben, je trouve que toutes ces interdictions auxquelles les acteurs culturels ont fait face dernièrement, je trouve assez déplorables en fait, de la part des autorités responsables. Je trouve qu'on ne peut pas empêcher des manifestations qui ne sont là que pour la musique, le vivre ensemble, le bonheur de tout un chacun. Je trouve que c'est une atteinte à la liberté en fait d'empêcher ce genre d'action. Je trouve que c'est une répression totale en fait de l'art, d'empêcher des concerts et surtout des concerts qui ont été annulés en dernière minute, où des permis d'alcool ne sont pas donnés, où des permis d'opérer ne sont pas donnés, alors que des artistes ont travaillé pendant des semaines, ont préparé leur album, ont préparé leur concert, ont pris parfois l'avion pour venir et sont là. Et je trouve que ça porte atteinte à la réputation du secteur, à la réputation de Maurice aussi à l'étranger. Et j'espère que c'est un sujet qui va rapidement trouver des solutions. Et du coup, je rejoins totalement les acteurs culturels dans cette bataille qu'ils sont en train de mener. J'ai une dernière question. Et j'ai aussi quelque chose à raconter. Ah ouais. Est-ce que tu vas raconter la chose ou bien je pose la question avant? Pose ta question d'abord. D'accord. Verra-t-on un jour une nouvelle édition du festival pour lui? Écoute, ce n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, on a décidé de mettre une pause à Port-Louis depuis 2017, après 3 éditions. Et je crois que pour mener un festival comme ça, dans une ville sur 30 000 à 50 000 mètres carrés piétons, il faut une vraie volonté politique, il faut une vraie volonté privée. Je crois que c'est vraiment une initiative qui doit voir le public et le privé se rencontrer. Je crois que c'était une manifestation qui était unique et qui permettait vraiment de démocratiser l'art et qui permettait aux gens de se reconnecter à la capitale, de se sentir fiers d'être mauriciens et de pouvoir imaginer comment les patrimoines de bâtiments, comment les patrimoines pouvaient se transformer. Donc ça donnait l'utopie en fait d'un Port-Louis demain, comment Port-Louis pourrait évoluer. Et du coup, c'était hyper magique, j'ai encore des frissons quand j'en parle. Et je crois que pour pouvoir faire en sorte que ça revienne, il faut un minimum de 2 ans à 3 ans de travail. Et du coup, à ce jour, on n'a pas encore commencé et ce n'est pas d'actualité, même en réflexion. On va terminer du coup par ton histoire. Alors, on innove, on va à la rencontre des publics et du coup, à partir du 11 juillet, Oda se déplace. Donc Oda déjà reste, Oda c'est House of Digital Art, c'est le petit nom. On reste ouvert jusqu'à fin juillet avec la saison 2, donc j'invite vraiment tous les publics à venir voir la saison 2, à ne pas la rater parce qu'il reste du coup 4 semaines. Enfin, quand tu passeras l'émission, il restera peut-être 3, je ne sais pas quand ça passe. Mais voilà, ça ferme à fin juillet. Venez en profiter parce que c'est vraiment magique. C'est une expérience que moi-même, je ne connaissais pas, que les publics mauriciens ne connaissent pas et qui peut plaire vraiment à tous les âges, aux enfants, aux familles, aux amis entre eux. Et c'est vraiment accessible à tout le monde. Et je crois que vous pouvez passer un bon moment. Je vous le garantis. Donc ne manquez pas ça. Et à côté de ça, on innove en partant en tournée et on va dans un dôme immersif. Donc c'est une nouvelle expérience à 360 degrés, assez sensationnelle, une nouvelle aventure qui commence le 11 juillet à Bagatelle. D'accord. Donc du 11 juillet au 31 août, pour la première fois, on va dans... En fait, on s'est dit on a envie d'aller dans un lieu où il y a beaucoup de public. Et actuellement, où est-ce qu'il y a beaucoup de public? C'est dans les malls. Et je crois que cette idée avait été évoquée du coup dans la conférence avec Thomas Bordez, à laquelle vous participiez également. Oui.
Donc, Et- c'est vraiment se déplacer vers le public. On se déplace vers les publics, on essaye. Du coup, on va être à l'entrée de Bagatelle à partir du 11 juillet, à côté du Grand Bagnan, et dans un dôme immersif où il y aura donc de la création artistique et un voyage assez sensationnel et assez unique qui va durer, ça va être rapide en fait. Il y aura des séances, plusieurs séances dans la journée. Et voilà, je pense que ça va. Il y a des créations qui vont être sur l'espace, d'autres un peu kaléidoscopiques, d'autres sur la Terre, sur l'océan. Mais je pense que voilà, il y a des séances qui seront hyper relaxantes et des séances qui seront hyper palpitantes. Donc il y aura pour tous les publics et voilà, c'est une nouvelle découverte que je vous invite à faire. Merci beaucoup, Astrid. Merci Joël. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'entretien. D'ici là, portez-vous bien.